15 mars 1947. Guam. Le soldat de première classe, Shawichi Yokoi, était accroupi dans la caverne de bambou qu'il avait creusée sur le flanc d'une colline de la jungle. Ses mains tremblaient tandis qu'il aiguisait une baïonnette rouillée contre une pierre. Dehors, des voix américaines flottaient dans l'air humide. Elles étaient proches, trop proches. Depuis 2 ans, depuis la capitulation du Japon, Yokoi survivait en se nourrissant de grenouilles, de rats, d'escargots et de noix sauvages. Son uniforme s'était désintégré depuis des mois, remplacé par un tissu d'écorce qu'il avait tissé lui-même. À 31 ans, il en paraissait 60 maigre, les yeux enfoncés, les dents branlantes à cause de la malnutrition. Mais ce n'était pas la faim qui faisait battre son cœur à tout rompre. C'était la certitude de ce que les Américains lui feraient s'ils le trouvaient. Il se souvenait des tracts que son officier supérieur leur avait montrés en 1944, des images de soldats japonais aux yeux arrachés, aux corps mutilés, torturés, pour obtenir des informations puis exécutés. « Voilà ce que font les démons américains aux prisonniers », avait dit le lieutenant Ido. « La mort avant le déshonneur, ne jamais se rendre. » Ekim. Yokoi avait cru chaque mot. Il avait aussi entendu d'autres histoires chuchotées entre soldats pendant les nuits silencieuses des Américains, forçant les prisonniers à creuser leurs propres tombes, des officiers collectionnant des crânes japonais comme trophées. Les rumeurs disaient que les marines américains étaient des barbares sans pitié, voyant les soldats japonais comme des vermines à exterminer. Maintenant, après s'être caché dans cette caverne pendant 730 et un jour se nourrissant d'insectes et buvant l'eau boueuse des ruisseaux, ces voix dehors signifiaient que son temps était écoulé. Yokoi appuya la baïonnette contre son ventre pour en tester la pointe. Si la capture était inévitable, il valait peut-être mieux mourir de sa propre main, mourir avec honneur comme un soldat japonais devait le faire. Les voix se rapprochèrent. Des rires américains, ils le traquaient comme un animal. Yokoi ferma les yeux, serra la baïonnette plus fort et murmura une dernière prière pour sa mère dans la préfecture d'Aichi. Il savait qu'il ne la reverrait jamais. Il en était certain. Mais ce qui se passa ensuite allait changer tout ce qu'il pensait des Américains. L'entrée de la caverne de Yokoi explosa de lumière. Nom de Dieu, il y a quelqu'un ici. Les yeux de Yokoi, habitués à 2 ans d'obscurité, furent brûlés par cette clarté soudaine. Il leva sa baïonnette avec des bras tremblants, mais son corps affamé le trahit. L'arme glissa de ses doigts osseux et tomba sur le sol de pierre. 2 marines américains se tenaient à l'entrée de jeunes hommes, à peine 20 ans, portant des uniformes d'une propreté éclatante, presque irréelle aux yeux de Yokoi. Derrière eux, un guide chamorro montrait la caverne en parlant rapidement en anglais. « C'est la fin, » pensa Yokoi. « C'est ainsi que je vais mourir. » Il tenta de se lever pour affronter la mort debout comme un soldat, mais ses jambes fléchirent. Il s'effondra contre la paroi, son vêtement d'écorce se détachant, révélant des côtes saillantes comme des tiges de bambou. Nu, affamé, sans défense. Le plus grand des Marines, son insigne indiquait. Patterson abaissa son fusil. L'autre Cruz fit de même. « Bon sang !» murmura Patterson. « Depuis combien de temps ce type est-il ici ?» Yokoi ne comprenait pas l'anglais, mais il crut percevoir du dégoût dans leur voix. Ils étaient révoltés par lui. Le supplice allait commencer. Il ferma les yeux, prêt à recevoir le premier coup. Au lieu de cela, il sentit quelque chose de doux tomber sur ses épaules. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Patterson avait retiré sa propre veste de terrain et l'avait posée sur son corps émacié. Le tissu encore chaud de la chaleur de Patterson sentait le savon et la cigarette des odeurs de civilisation que Yokoi avait presque oubliées. « Doucement, mon gars », dit Cruz d'une voix basse et apaisante. « Doucement. Personne ne va te faire de mal. » Yokoi ne comprenait pas les mots, mais le ton le déstabilisait.
Où était la haine? La violence qu'on lui avait promise Cruz sortit une gourde de sa ceinture et la porta aux lèvres craquelées de Yokoi. De l'eau claire et fraîche coula dans sa bouche. Il n'avait bu que des flaques stagnantes pendant des mois. C'était un miracle. Doucement, doucement, dit Cruz en retirant la gourde lorsque Yokoi voulut boire trop vite. Tu vas te rendre malade. Patterson parla dans une radio, appelant un médecin. Yokoi saisit un mot. Il reconnut du japonais. Voilà, pensa-t-il. Ils appellent les tortionnaires les interrogateurs. Cette gentillesse n'est qu'un piège. Mike Cruz sortit alors une tablette de chocolat de son sac, la déballa soigneusement, en cassa un morceau et le tendit à Yokoi. Celui-ci fixa le chocolat incapable de comprendre. Les soldats ennemis n'étaient pas censés partager leur nourriture. Ils étaient censés le battre, l'affamer, le briser. « Vas-y, » dit Cruz en mimant le geste de manger. « C'est bon. » La main tremblante de Yokoi prit le chocolat. La douceur explosa sur sa langue, une saveur qu'il n'avait pas ressentie depuis son départ du Japon 3 ans plus tôt. Et soudain, inexplicablement, des larmes coulèrent sur ses joues creuses. Patterson s'assit à côté de lui dans la caverne, sans menace, simplement présent patient. « Pauvre type, » dit-il doucement à Cruz. À quel point devait-il être terrifié pour se cacher dans un trou pendant 2 ans? Yokoi pleura non de douleur mais de confusion. Ces Américains étaient censés être des monstres. Pourquoi le traitaient-ils comme un être humain? Le médecin du corps des marines arriva 20 minutes plus tard. Il s'appelait Doc Williams, un infirmier noir originaire de Géorgie qui avait vu plus d'hommes blessés qu'il n'aurait voulu. Il jeta un coup d'œil à Yokoi et se mit aussitôt au travail. « Cet homme est gravement dénutri, » dit Williams en examinant les articulations enflées et la peau décolorée de Yokoi. « Probablement le beriberi. Beriberi et des parasites sans aucun doute. Il a besoin d'un hôpital. » « Eh ben, ici. » Yokoi ne comprenait rien à tout cela, mais il sentait les mains de Williams, douces professionnelles, lui prendre le pouls, éclairer ses yeux, avec une petite lampe palper prudemment son ventre distendu. Dans l'armée impériale japonaise, les infirmiers soignaient d'abord les officiers. Les hommes de troupe attendaient. Les prisonniers ennemis n'étaient pas soignés du tout, et pourtant, un infirmier américain passait là 20 minutes à l'examiner, à bander les plaies infectées de ses pieds, à lui injecter quelque chose qu'il apprendrait plus tard être des antibiotiques. « Tu vas t'en sortir, » dit Williams en croisant le regard de Yokoi. « Compris, ça ira. » Yokoi ne comprenait pas les mots, mais il comprenait ce contact visuel. Williams ne le regardait ni avec haine, ni avec dégoût. Il y avait autre chose. De la compassion, peut-être même de la tristesse. Ils transportèrent Yokoi hors de la jungle sur une civière. Il s'attendait à être jeté dans un camion, peut-être frappé en chemin. Au lieu de cela, Patterson marcha à côté de la civière, une main sur l'épaule de Yokoi, lui parlant d'une voix calme et posée. « Je parie que tu penses à ta famille, hein? Ne t'inquiète pas, mon vieux. Nous leur ferons savoir. Qu'ils apprennent que tu es vivant. » À l'hôpital de la base sur Guam, Yokoi vécut quelque chose qui bouleversa sa vision du monde. On lui donna un lit. Pas un sol de cellule, pas une cage, un lit aux draps blancs et propres. Yokoi passa 3 semaines dans cet hôpital à se rétablir. L'infirmière qui lui fut assignée s'appelait Lieutenant Mary Chen, une sino-américaine de San Francisco, dont la famille avait fui l'occupation japonaise en Chine. Si quelqu'un avait des raisons d'haïr les soldats japonais, c'était bien elle. Elle le soigna avec une bonté inébranlable. Chaque matin, elle lui apportait une bouillie de riz, introduisant peu à peu des aliments solides. À mesure que son estomac s'habituait, elle changeait ses pansements, administrait ses médicaments et d'une manière ou d'une autre, malgré la barrière de la langue, lui faisait comprendre qu'il était en sécurité.
Ma grand-mère est à Shanghai, lui dit-elle un jour, même s'il ne pouvait pas comprendre. Votre armée y a fait des choses terribles, mais toi, tu n'es qu'un gamin effrayé qu'on a laissé derrière. Je le vois. Le 4e jour, un interprète arriva à un sergent nippo-américain nommé George Nakamura, dont la famille avait été internée pendant qu'il servait au 442e Regimental Combat Team en Europe. « Soldat Yokoi », dit Nakamura en japonais. « Ces Américains veulent savoir si vous souhaitez écrire une lettre à votre famille. Leur dire que vous êtes vivant. » Yokoi le fixa, persuadé d'avoir mal entendu. « Ma famille, oui, votre mère, vos frères et sœurs qui vous voulez. La Croix-Rouge la fera parvenir. Mais je suis prisonnier. Pourquoi me l'autoriserait-on » Nakamura eut un triste sourire. Parce que c'est ce qu'exige la Convention de Genève, et parce que ces marines croient qu'il faut traiter les gens décemment, même les soldats ennemis. Les mains de Yokoi tremblaient tandis qu'il rédigeait sa première lettre. « Mère vénérée, je suis vivant et détenu par les Américains à Guam. J'ai honte de ne pas être mort au combat, mais les Américains m'ont témoigné une bonté inattendue. Je reçois des soins et de la nourriture. Je ne comprends pas pourquoi. Je vous prie de pardonner à votre indigne fils d'avoir survécu. » 3 semaines plus tard, une réponse arriva. Sa mère était en vie. Elle le croyait mort depuis 1945. Elle pleurait de joie. Sa honte lui importait peu. Elle voulait seulement que son fils rentre. Assis sur son lit d'hôpital lisant les mots de sa mère, Yokoi s'effondra en larmes. Patterson, qui venait régulièrement le voir, s'assit à ses côtés. Bonne nouvelle. Par la traduction de Nakamura, Yokoi parvint à dire « Ma mère, elle me veut encore, même si je me suis rendu. » « Bien sûr, » répondit Patterson. « Tu es son fils, la guerre ne change pas cela. » À mesure qu'il se remettait, Yokoi observait tout avec l'attention affûtée d'un soldat formé au renseignement. Ce qu'il voyait contredisait 3 années de propagande. Le soir, les soldats américains jouaient au baseball. Ils se plaignaient de la chaleur de la nourriture de leurs officiers, comme les soldats japonais l'avaient fait. Ils se montraient des photos de fiancés et d'épouses. Ils avaient le mal du pays, étaient fatigués, ne rêvaient que de rentrer. Ils étaient humains. Doc Williams apporta à Yokoi un dictionnaire japonais-anglais et passa ses heures libres à lui enseigner les bases de l'anglais. « Apprends ça, » dit Williams par l'intermédiaire de Nakamura. « Ça t'aidera quand tu rentreras. Le Japon et l'Amérique seront amis après cette guerre. Tu verras. » Yokoi n'arrivait pas à le croire. Comment des ennemis pouvaient-ils devenir des amis? Mais le lieutenant Chen lui montra alors un journal. L'aide américaine affluait déjà au Japon. Nourriture, médicaments, fournitures pour reconstruire. Le général MacArthur supervisait la reconstruction, non la destruction. L'empereur n'avait pas été exécuté, on l'avait laissé en place, son pouvoir limité, mais sa dignité préservée. « On a dit à ton peuple que nous étions des démons, » expliqua Nakamura. « Mais nous sommes simplement des gens qui essaient de bien faire. Parfois on échoue, mais on essaye. » Un après-midi, un jeune marine, le soldat Tommy O'Brien de Boston, vint rendre visite à Yokoi. Il avait 19 ans, le visage rosé, l'air d'être encore au lycée. « Mon père a combattu en France pendant la dernière guerre, » dit O'Brien par la voix de Nakamura. Il a été capturé par les Allemands en 1918. Il disait qu'il l'avait traité correctement. Quand cette guerre a commencé, il m'a fait promettre que si jamais je capturais quelqu'un, je me souviendrais qu'il est l'enfant de quelqu'un tout comme moi. O'Brien sortit une photo de sa famille, son père, sa mère et 3 petites sœurs. « Voilà mon vieux, » dit-il en montrant la photo. Il m'a raconté que l'Allemand qui lui a donné de l'eau lui a probablement sauvé la vie. Alors je me suis dit que je pourrais peut-être être cet homme pour quelqu'un d'autre. Yokoi montra à O'Brien la lettre de sa mère. Grâce à Nakamura, ils comparèrent leur famille, leur quartier, les plats qui leur manquaient de chez eux. Pendant 20 minutes, ils ne furent plus des soldats ennemis, mais simplement 2 jeunes hommes qui voulaient rentrer chez eux auprès de leur mère.
Un autre jour, Patterson apporta une radio à Yokoi. « J'ai pensé que tu aimerais écouter un peu de musique, dit-il. » Il régla l'appareil sur une station diffusant de la musique japonaise depuis Tokyo. Yokoi n'en avait pas entendu depuis 3 ans. Il se remit à pleurer. Patterson resta assis près de lui, sans rien dire, simplement présent. Le moment le plus bouleversant survint lorsqu'un capitaine des marines, nommé Robert Henderson, vint interroger officiellement Yokoi pour les dossiers de l'armée. Henderson avait combattu dans certaines des batailles les plus sanglantes du Pacifique, Tarawa, Saipan, Iwo Jima. Il avait perdu des hommes tués par des soldats japonais. Il aurait eu toutes les raisons de haïr. Pourtant, il serra la main de Yokoi. « Soldat Yokoi, » dit Henderson à travers Nakamura, « je veux que vous sachiez quelque chose. J'ai combattu votre armée pendant 3 ans. J'ai perdu de bons amis. Mais vous avez survécu en vivant dans un trou, en mangeant des rats, en croyant que nous vous torturerions jusqu'à la mort. Cela demande un autre genre de courage. » Henderson fit une pause, s'assurant que Nakamura traduisait bien. « Vous étiez un soldat obéissant aux ordres. Moi aussi. La guerre est finie. Nous ne sommes plus que des hommes qui veulent rentrer auprès de leur famille. Je respecte cela. Je vous respecte. » Yokoi ne put parler. Dans l'armée impériale japonaise, les officiers ne serraient pas la main des simples soldats. Les officiers ennemis encore moins n'exprimaient de respect. Henderson continua. « Quand vous rentrerez chez vous, dites-leur ce que vous avez vu ici. Dites-leur que les Américains ne sont pas des démons. Nous sommes simplement des hommes qui croient que tout être humain mérite la dignité même les ennemis. C'est ce que mon pays m'a appris. Et j'essaye de m'en montrer digne. » Le traitement que reçut Yokoi n'était pas un hasard. C'était une politique fondée sur la doctrine militaire américaine et les valeurs culturelles du pays. Depuis la guerre d'indépendance, l'armée américaine avait en général traité les prisonniers selon les règles de guerre en vigueur. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, la Convention de Genève de 1929 fournissait des directives précises: nourriture adéquate, soins médicaux, abri droit de correspondre avec sa famille, protection contre la violence et les menaces. Mais il s'agissait de bien plus que de suivre des règles. Les commandants américains pensaient que bien traiter les prisonniers de guerre servait un but stratégique. Le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, avait donné des ordres clairs. Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité et respect en tout temps. Il croyait que cela encourageait la reddition sauvée des vies américaines et servait les intérêts des États-Unis dans l'après-guerre. Le général MacArthur dans le Pacifique partageait cette philosophie. Malgré la brutalité des combats où les soldats japonais se rendaient rarement et préféraient souvent mourir, MacArthur insista pour que les prisonniers soient traités selon les normes de la Convention de Genève. L'amiral Chester Nimitz alla encore plus loin. Il déclara que même les équipages de sous-marins japonais ayant attaqué des navires hôpitaux et tué des survivants en mer devaient recevoir un traitement juste en tant que prisonniers de guerre. « Nous devons être meilleurs que nos ennemis, » dit Nimitz. « C'est cela qui distingue la civilisation de la barbarie. » Ce n'était pas universel, bien sûr. Des crimes de guerre eurent lieu. Certains soldats américains traumatisés par les combats et les atrocités japonaises tuèrent des prisonniers ou les maltraitèrent. L'attitude du pas de prisonnier exista surtout au début de la guerre du Pacifique, mais ce n'était ni une politique ni une doctrine. Et lorsqu'on le découvrait, c'était puni. Patterson expliqua cela à Yokoi un soir. « Certains de nos gars sont en colère, » avoua-t-il par l'intermédiaire de Nakamura. « Ils ont perdu des amis dans des attaques kamikazes, dans des charges suicides. Je comprends. Mais nos officiers n'autorisent pas la vengeance. Ils disent que nous valons mieux que ça. » Pendant sa convalescence, Yokoi tint un journal sur des morceaux de papier que Nakamura l'aidait à remplir. Ces notes retraçaient sa transformation intérieure. Jour 5.
Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils me nourrissent 3 fois par jour. La nourriture est étrange, mais suffisante. Personne ne m'a frappé. Jour 9. L'infirmière Chen a changé mes pansements. Elle est chinoise. Nous avons tué les siens. Pourtant, elle soigne mes plaies comme si j'étais son frère. Je ne comprends pas. Jour 15. Patterson m'a apporté des cigarettes. Des cigarettes américaines, très fortes. Nous avons fumé ensemble, et il m'a montré des photos de sa fiancée en Californie. Elle a l'air gentille. Il dit qu'après la guerre, il veut ouvrir un restaurant. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Je n'ai pas su répondre. Je pensais mourir dans cette guerre. Jour 21. La lettre de ma mère est arrivée. J'ai pleuré comme un enfant. Le sergent Nakamura est resté avec moi. Il m'a raconté son histoire, sa famille emprisonnée en Amérique pendant qu'il se battait pour l'Amérique. Il dit « La haine ne sert à rien. La miséricorde est plus forte que la vengeance. » Je commence à le croire. Vers la 3e semaine, les notes de Yokoi changèrent de ton. Ces Américains me troublent profondément. Ils devraient nous haïr. Nous avons tué beaucoup des leurs, et pourtant, ils me traitent avec bonté. Je n'ai pas montré cette bonté aux prisonniers chinois lorsque j'étais stationné en Mandchourie. J'ai honte de ce que j'ai fait. Ces Américains me montrent à quoi ressemble vraiment l'honneur. Yokoi n'était pas seul dans son expérience. Parmi environ 40 et 1 000 soldats japonais faits prisonniers par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, la grande majorité survécut à la captivité, un contraste frappant avec le sort des prisonniers alliés détenus par les Japonais, dont le taux de mortalité atteignait près de 27%. Les camps de prisonniers américains à Hawaï en Californie et ailleurs offraient une alimentation suffisante, des soins médicaux, des installations récréatives, voire des programmes éducatifs. Les prisonniers japonais pouvaient former des équipes de travail rémunérées. Ils recevaient des colis de la Croix-Rouge. Ils jouaient à des jeux, formaient des groupes de musique, publiaient des journaux de camp. Les prisonniers allemands et italiens en Amérique furent encore mieux traités. Certains travaillaient dans des fermes américaines, vivaient dans des baraquements chauffés et éclairés à l'électricité, et mangeaient la même nourriture que les soldats américains. Beaucoup conservèrent des amitiés avec leurs gardiens et des civils américains qui durèrent des décennies après la guerre. Ce n'était pas seulement de l'altruisme, c'était une stratégie. Le général Marshall comprenait que bien traiter les prisonniers ennemis encourageait d'autres à se rendre réduisant ainsi les pertes américaines. Cela jetait aussi les bases de la reconstruction d'après-guerre. Nous devons gagner non seulement la guerre, mais aussi la paix qui suit, écrivit Marshall en 1944. La façon dont nous traitons les ennemis vaincus déterminera s'ils deviendront des amis ou des menaces dans l'avenir. Le programme de rapatriement qui ramena finalement Yokoi chez lui faisait partie de cette stratégie. Entre 1945 et 1948, les États-Unis traitèrent des centaines de milliers de prisonniers japonais, les renvoyant à leurs familles, avec des soins médicaux, des vêtements propres et souvent des rations alimentaires supplémentaires. En juin 1947, après 3 mois de convalescence, Shoichi Yokoi embarqua sur un navire de transport à destination du Japon. Patterson et plusieurs autres Marines vinrent lui dire au revoir. « Souviens-toi de ce que tu as vu ici », dit Patterson par l'intermédiaire de Nakamura. « Dis-le à ton peuple. Les Américains et les Japonais n'ont pas à être ennemis. » Yokoi s'inclina profondément le salut formel du respect le plus sincère. « Je leur dirai, » répondit-il dans un anglais hésitant. « Je leur dirai. Les Américains ont de l'honneur. » Patterson rit et le serra dans une étreinte à l'américaine. « Prends soin de toi, mon vieux. Dis bonjour à ta mère pour moi. » Le voyage dura 12 jours. Yokoi resta sur le pont regardant les eaux du Pacifique, méditant sur tout ce qui s'était passé. Il avait passé 2 ans dans une caverne en attendant la mort.
Il avait trouvé la bonté à la place. Quand le navire accosta à Yokohama, sa mère l'attendait. Elle était plus petite qu'il ne se souvenait, vieillie par 3 années de chagrin. En le voyant, elle s'effondra. Yokoi la rattrapa et ils pleurèrent ensemble sur le quai. « Je te croyais mort, » sanglota-t-elle. « Je pensais t'avoir perdu. Les Américains m'ont sauvé, » lui dit-il. « Je ne comprends pas pourquoi, mais ils m'ont sauvé. » Yokoi eut du mal à se réintégrer dans la vie civile. Le Japon d'après-guerre était dévasté, les villes bombardées, l'économie ruinée, la population affamée. Mais l'aide américaine était partout en voie de nourriture, fournitures médicales, matériaux pour la reconstruction. L'occupation dirigée par le général MacArthur se concentra sur la reconstruction, non sur la punition. Yokoi trouva du travail dans une entreprise de construction qui participait à la reconstruction de Nagoya. Il se maria en 1950 et eut 2 enfants. Il parlait rarement de la guerre, mais lorsqu'il le faisait, il évoquait toujours les Marines qu'il avait découverts dans sa caverne. « Ils auraient pu me tuer, » dit-il un jour à son fils. « J'étais leur ennemi. J'avais essayé de tuer des Américains, mais ils m'ont donné du chocolat au lieu de balles. Ils m'ont offert la bonté au lieu de la haine. Voilà la vraie force. » En 1975, Yokoi fit quelque chose de remarquable. En 1975, Yokoi fit. Il écrivit au corps des marines pour demander si quelqu'un pouvait l'aider à retrouver Patterson. Il voulait le remercier comme il se devait. Les marines le retrouvèrent. Patterson était devenu restaurateur à Sacramento, exactement comme il l'avait prévu. Les 2 hommes échangèrent en des lettres. Patterson invita Yokoi à venir en Californie en 1967. À 61 ans, Yokoi prit l'avion pour l'Amérique, son premier retour depuis son départ de Guam 30 ans plus tôt. Patterson vint le chercher à l'aéroport et les 2 vieux hommes s'étreignirent comme des frères. « Je ne t'ai jamais oublié, » dit Yokoi en anglais soigneux. « Moi non plus, je ne t'ai jamais oublié, » répondit Patterson. Ils passèrent une semaine ensemble. Patterson fit visiter à Yokoi son restaurant, sa famille, sa vie. Yokoi rencontra la femme de Patterson et ses 3 filles. Ils dînèrent ensemble, burent du whisky, regardèrent de vieilles photos. « Tu as changé ma vie, » dit Yokoi à Patterson le dernier soir. « Tu m'as montré que les ennemis peuvent devenir des amis, que la miséricorde est plus forte que la vengeance. » Patterson haussa les épaules. « Je t'ai simplement traité comme une personne, c'est tout. »« C'est tout, et c'est tout, » répondit Yokoi. L'histoire de Yokoi incarne une vérité plus vaste sur la politique américaine d'après-guerre. La décision de traiter les ennemis vaincus avec dignité rapporta des dividendes stratégiques extraordinaires. Le plan Marshall, qui reconstruisit l'Europe de l'Ouest, transforma d'anciens ennemis en alliés les plus proches de l'Amérique. L'Allemagne, réduite en ruine, devint un pilier de l'OTAN. Le Japon, également dévasté, devint l'allié asiatique le plus important des États-Unis. Cela n'était pas inévitable. Après la Première Guerre mondiale, le traitement sévère infligé à l'Allemagne avait nourri le ressentiment qui mena à la montée du nazisme. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique choisit une autre voie. L'occupation du Japon par MacArthur se concentra sur la démocratisation et la reconstruction, non sur la vengeance. Les criminels de guerre japonais furent jugés, certes, mais le peuple japonais fut traité comme un partenaire dans la reconstruction et non comme un sujet conquis. Cela engendra une génération de Japonais qui se souviendraient de la bonté américaine. Yokoi faisait partie des millions de personnes qui virent les Américains non pas comme les démons de la propagande de guerre, mais comme des êtres humains dotés de principes. Lorsque la guerre froide commença, le Japon se rangea du côté de l'Amérique. L'Allemagne, l'Italie et d'autres anciennes puissances de l'Axe firent de même. La décision de gagner la paix par la décence et non par la domination créa des alliances qui durèrent en 70 ans. Dans une interview donnée en 1995 à 79 ans, Yokoi revint sur son expérience. « J'ai passé 2 ans dans une caverne à manger des insectes terrifiés par les démons américains. J'étais un idiot.
Les démons étaient dans mon propre esprit, plantés là par la propagande. Les Américains que j'ai rencontrés n'étaient que des hommes, essayant d'accomplir leur devoir avec honneur. Ils m'ont appris que les ennemis naissent de la politique, mais que l'humanité transcende la politique. Il poursuivit. Quand Patterson m'a donné sa veste, quand le docteur Williams a soigné mes plaies, quand le lieutenant Chen, dont le peuple avait tant souffert des nôtres, m'a montré de la bonté. Ils ont accompli quelque chose de plus puissant que de me vaincre au combat. Ils m'ont montré que mon gouvernement m'avait menti, que l'honneur ne réside pas dans le fait de mourir pour des causes abstraites, mais dans le fait de traiter les autres avec dignité, même quand rien ne t'y oblige. Les enfants de Yokoi se souviennent de leur père comme d'un homme transformé par sa rencontre avec les valeurs américaines. Il nous a appris que la force ne vient pas de la haine, dit sa fille. Elle vient de la capacité à faire preuve de miséricorde même envers ses ennemis. Il avait appris cela des marines qu'il avait trouvées dans cette caverne. Quand Yokoi mourut en 1997 à l'âge de 81 ans, sa famille découvrit des dizaines de lettres de Patterson, des cartes de Noël échangées pendant 30 ans. Patterson n'avait jamais oublié le soldat terrifié qu'il avait découvert dans la jungle. Lors des funérailles de Yokoi, sa famille lut la dernière lettre de Patterson. « Shoichi, un jour tu m'as remercié de t'avoir traité comme un être humain, mais c'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as rappelé pourquoi nous avons fait cette guerre, non pas pour détruire nos ennemis, mais pour prouver que la décence et l'honneur comptent même dans les temps les plus sombres. Tu es mon ami, mon vieux. Tu le resteras toujours. » L'histoire de Shoichi Yokoi ne parle pas de supériorité militaire ni d'avantages technologiques américains. Elle parle de quelque chose de plus fondamental, le pouvoir de traiter ses ennemis avec humanité. Lorsque Patterson enveloppa Yokoi de sa veste, il ne suivait pas un manuel. Il agissait selon des valeurs américaines profondément ancrées, la conviction que tout être humain possède une dignité intrinsèque, que la miséricorde est une force et non une faiblesse, et que la manière dont on traite un ennemi vaincu révèle son caractère. Ce principe répété des milliers de fois à travers l'Europe et le Pacifique transforma les ennemis en alliés. C'est pourquoi l'Allemagne et le Japon nation, qui avaient combattu l'Amérique de toutes leurs forces, devinrent ses partenaires les plus proches en une génération. La leçon est la suivante. La haine est facile. La vengeance est facile. Traiter son ennemi comme un être humain quand tout vous pousse à ne pas le faire, voilà ce qui est difficile. Cela demande du courage moral. Yokoi s'attendait à la torture parce que la propagande lui avait appris à l'attendre. Patterson lui donna du chocolat à la place. Ce simple acte de bonté commença à dissoudre des années de mensonges. Multipliez cela par des milliers de gestes similaires et vous comprendrez comment l'Amérique gagna la paix encore plus vite qu'elle ne gagna la guerre. Cette histoire compte aujourd'hui parce que la tentation de déshumaniser l'autre ne disparaît jamais. Chaque conflit engendre une propagande qui peint l'ennemi en monstre. Chaque guerre crée des occasions de vengeance. Mais l'histoire de Yokoi nous rappelle qu'aller au-delà de la propagande, choisir la miséricorde plutôt que la vengeance et traiter les ennemis vaincus avec dignité, ce n'est pas de l'idéalisme naïf, c'est de la sagesse stratégique. Les marines qui ont trouvé Yokoi auraient pu le tuer. Certains auraient pu dire qu'il le méritait. Au lieu de cela, ils lui ont donné de l'eau, du chocolat, des soins médicaux et un chemin pour rentrer auprès de sa mère. Ce choix fit de lui un homme qui passa 50 ans à raconter que les Américains avaient de l'honneur. Il engendra une amitié qui dura des décennies. Il représenta des principes qui transformèrent d'anciens ennemis en alliés. Lorsque nous faisons face à des conflits aujourd'hui, l'histoire de Yokoi nous pose une question. Choisirons-nous la voie de la déshumanisation et de la vengeance, ou celle plus difficile qui consiste à voir nos ennemis comme des êtres humains pris dans des circonstances qui les dépassent? La réponse importe. Elle a toujours compté. En mars 1947, le soldat de première classe Shoichi Yokoi était accroupi dans une caverne de bambou, serrant une baïonnette rouillée, prêt à mourir des mains des démons américains.
À la place, il trouva l'humanité. Il trouva des marines qui l'enveloppèrent d'une veste chaude, lui donnèrent du chocolat et le traitèrent avec une dignité qu'il n'avait jamais accordée à ses propres prisonniers. Il trouva des infirmières qui soignèrent ses blessures, des interprètes qui l'aidèrent à écrire à sa mère et des officiers qui lui serrèrent la main avec respect. Il trouva des Américains qui choisirent la miséricorde plutôt que la vengeance, qui restèrent fidèles à leurs principes, même lorsque c'était difficile, qui comprirent que la façon dont on traite ses ennemis révèle qui l'on est. Shōichi Yokoi s'attendait à la mort. Il trouva l'amitié à la place. Ce n'était pas seulement la doctrine militaire américaine, c'était le caractère américain. Et cela changea tout. Avez-vous une histoire familiale sur des prisonniers de guerre américains ou sur la manière dont les ennemis furent traités pendant la Seconde Guerre mondiale? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Ces histoires humaines comptent.